Je suis venu à la politique, par l'histoire, en fait. C'est-à-dire que dès tout gamin, je me suis passionné pour, l'histoire de France et donc j'étais un minimum, mais vraiment un minimum politisé et suite à quelques choix électoraux, ayant entraîné une forte déception, je pense notamment à la présidentielle de 2007. Heu, j'ai réalisé que mes connaissances étaient superficielles et qu'il fallait approfondir. À partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les questions liées aux institutions. De là, j'en suis venu aux thématiques liées à la souveraineté. Puis j'en suis venu à la culture, enfin à l'économie en fait et ça a fortement influencé mon orientation politique qui a été assez mouvante en fait. Je suis passé, on va dire, de libéral pro-européen à souverainiste anti-libéral jusqu'à devenir en fait assez clairement anticapitaliste, notamment via la lecture de Marx, qui a beaucoup influencé ma pensée et ma manière de voir. Ce qui m'a le plus marqué et ce qui a motivé le projet WeSpeak sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est le manque de représentativité en fait du peuple à travers les médias et à travers la classe politique en fait. C'est-à-dire que tu as une déconnexion permanente du discours politicien et du discours médiatique par rapport à ce que dit la rue, par rapport à ce que disent les gens. Et un des points aussi qui a beaucoup, vraiment, qui a forgé mon envie de m'engager, parce que je l'ai ressenti comme une injustice, et je le ressens toujours comme tel, c'est le référendum de 2005, où clairement le choix du peuple avait été le non, et qui est passé à travers le oui avec, enfin, on est revenu au oui avec l'élection de Sarkozy, sur une base d'arguments complètement fallacieuses, à savoir que Sarkozy avait dit qu'il renégocierait un mini-traité, mais je ne vois pas en quoi le suffrage des électeurs de l'UMP de l'époque invalide le suffrage de l'ensemble des Français lors du référendum. Donc je pense que c'est une notion en fait c'est un combat contre l'injustice en fait, le fait de se battre pour réintroduire finalement le peuple dans le jeu politique, et l'IA s'additionne à ça évidemment une lecture de classe en fait, puisque évidemment moi mon prisme des lectures c'est pas l'unité nationale, c'est la lutte des classes, et je pense que les médias et la classe politique représentent uniquement les intérêts des classes supérieures, une infinité de personnes, et qu'il faut donner les moyens aux classes moyennes et aux classes ouvrières d'être représentées. Et ça passe notamment par le fait de combattre la superstructure et donc notamment par créer un média adéquat pour ça. Alors WeSpeak, c'est deux choses, c'est à la fois la création de contenu vidéo et une application. L'application, elle vise en fait à enregistrer un message au format vidéo avec son smartphone, au format, enfin en 42 secondes, dans le but de livrer son opinion sur l'actualité. Ce qu'on essaye de faire très concrètement, c'est on essaye d'accomplir un objectif très simple, c'est de faire émerger des leaders d'opinion issus du peuple. Alors les médias traditionnels, la principale critique que j'ai à leur faire, c'est qu'ils sont pris dans un phénomène de concentration, parce que comme l'a beaucoup rappelé Mélenchon pendant la campagne, l'ensemble des médias appartiennent à quoi 8 ou 9 milliardaires. À partir de là, quel intérêt pour, par exemple, Dassault, qui fabrique des armes, de posséder un groupe de presse? Quel rapport direct? Quel autre rapport que celui d'infuser sur la mentalité des gens et de les amener à voter par eux-mêmes pour un système qui cautionne ces intérêts? Voilà, la critique que j'ai à faire, c'est ça. Mais maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus être dans une critique absolument primaire, ce qui viendrait à dire tous les médias sont systématiquement pourris. Je pense que dans n'importe quel journal, même Le Figaro par exemple, on trouve de bons articles. Il y a toujours des journalistes intègres au sein d'un système qui n'est pas justifiable, qui n'est pas sain, mais il existe quand même des journalistes intègres. Et par exemple, si tu lis Le Figaro, qui pour moi sont des adversaires, mais des adversaires plutôt honnêtes dans la mesure où ils affichent clairement la couleur, c'est un journal de droite, au moins tu trouveras dans le Figaro tout l'éventail de la droite représenté. De la droite souverainiste jusqu'à la droite pro-européenne, la droite libérale, droite antilibérale. C'est plutôt, même si la dominante est droite européenne libérale, il y a un espace accordé à tous, ce qui est beaucoup moins flagrant dans des journaux comme Le Monde et Libération, à ceci près en plus que Le Monde, notamment via son système de décodex, se prétend au-dessus des partis pris, se prétend neutre, alors que la neutralité, ça n'existe pas. Le Monde défend un agenda politique
et il n'est certainement pas neutre. Il n'y a pas de remise en cause de l'austérité, il n'y a pas de remise en cause des transferts de souveraineté, il n'y a pas de remise en cause de tout ce qui est impulsé par Bruxelles, et ils ont des penseurs communs. Je pense que on entend beaucoup cette phrase de Philippe Séguin qui disait la droite et la gauche se fournissent les mêmes détaillants. Bah, c'est le cas, parce qu'à partir du moment où ils approuvent formellement des traités qui structurent la politique française, c'est pas étonnant de voir que finalement, l'un ou l'autre, on est à peu près dans la même forme de politique. Maintenant, le terme, évidemment, toute la dialectique du rapport de force, de la lutte des classes, toute la sémantique marxisante, elle est liée au socialisme, mais le socialisme, ça fait longtemps qu'il n'est plus en pouvoir en France. Il a été mis en congé à partir de 1983, de mon point de vue. Et encore qu'il était déjà même critiquable avant. Donc oui, je suis d'accord qu'il y a le champ médiatique est saturé par une sémantique euh, vraiment enfin, uniforme, mais c'est parce qu'il n'y a pas de pluralisme en fait idéologique au niveau des partis de gouvernement, ce qui manifestement commence un peu à changer, encore que les deux finalement ont fini par fusionner et aboutir à un seul candidat, mais voilà, on n'en est pas encore sorti. Mais j'ai l'impression que quelques victoires commencent à être acquises, comme le terme populiste, qui a été tellement galvaudé pour désigner aussi bien les réactionnaires, l'extrême droite, que les marxistes, ou tout ce qui sort en fait de l'orthodoxie néolibérale. Ce terme-là est tellement devenu vague et absurde en fait que on voit beaucoup s'en réclamer, on l'entend moins en forme de critique, donc à voir. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie bataille sémantique qui est consubstantielle à la bataille des idées, effectivement. Je t'avoue que je fais partie de ceux qui avaient un peu sous-estimé Macron dans la mesure où je pensais que ce serait une bulle. Très sincèrement, je le voyais finir entre 18 et 20. Bon, voilà, je me suis planté. Je pense qu'il y a, ou alors ça m'a échappé, mais il n'y a pas vraiment d'analyse sur pourquoi Macron est arrivé premier. Moi, j'y vois deux raisons. La première, c'est qu'on oublie qu'il y a un électorat pro-Macron par nature, en fait. D'ailleurs, c'est simple, Macron a vraiment fait le plein au niveau des voix, au niveau des cadres et au niveau des ménages qui déclarent plus de 3 000 euros net par mois. À partir de là, c'est une France qui existe, mais qui est silencieuse, mais elle vote beaucoup. Et Macron, c'est le candidat de l'ordre établi, un peu de changement de forme, mais surtout pas de changement de fond. Cette France-là, elle existe. Et, euh, et voilà, je pense que c'est une erreur de ne pas le mentionner, et, parce qu'il existe une France satisfaite du système. D'ailleurs, c'est ce que disait Victor Hugo par rapport cette France satisfaite qui existe. Victor Hugo dit c'est justement ça la bourgeoisie en fait. La bourgeoisie, c'est la part satisfaite du peuple. Maintenant, je pense aussi que dans l'élection de Macron, on voit vraiment le poids de la superstructure. Donc, voilà, la superstructure, c'est du langage marxiste. En gros, c'est l'ensemble des médias, des institutions, des courants de pensée, des idées dominantes qui infusent dans l'imaginaire des gens, parce que maintenant, on ne peut pas réprimer toujours par la force, donc il faut que les gens puissent aussi s'auto-censurer. C'est ce que permet la superstructure. Et je pense que beaucoup de gens sont arrivés dans l'isoloir le jour du bulletin de vote, sans avoir lu le programme de Macron, sans autre argument que le fait qu'ils se disent bon bah on parle que de lui, c'est l'homme du moment, manifestement c'est lui maintenant, inconsciemment c'est lui que nos maîtres ont choisi, donc je mets mon petit bulletin Macron. Et ceux-là font partie des gens qui, comme d'habitude, votent pour un candidat et se retrouvent déçus, trompés au bout de quelques mois ou de quelques années d'exercice. Et je pense que la base sur laquelle Macron pourra gouverner sera historiquement faible sous la Ve République, parce que déjà les législatives vont être difficiles pour lui. Et ça sera intéressant de voir qu'il sera en dehors de l'ensemble des appareils politiques, qu'il n'aura pas vraiment de majorité idéologique sur laquelle s'appuyer. Voilà, le truc aussi ce qui me paraît important, c'est le score du FN. Parce que certes, le FN a plus d'électeurs qu'il n'en a jamais eu, mais proportionnellement, il est à 21%. Maintenant, quand tu considères l'état de délitement total du gouvernement du parti prétendu socialiste, encore une fois. Quand tu regardes la campagne qu'a fait la droite avec les affaires de Fillon qui l'ont plombé, où il a fait un score vraiment très bas, un score digne de Chirac dans ses pires années. Quand tu regardes enfin les années 2015 et 2016 qu'on a eu avec une vague sans précédent d'attentats en France commis au nom du terrorisme islamique,
comment, dans un tel contexte, le FN peut-il sortir un score qui proportionnellement est inférieur à ce qu'il a fait durant les années 2014-2015? Pour moi, c'est un échec cuisant qui est lié d'une part à une mauvaise campagne de Marine Le Pen qui n'a pas imposé ses thèmes, mais aussi tout simplement au fait qu'un parti qui possède une grille de lecture identitaire veut faire cohabiter des gens dont les niveaux de vie et les styles de vie n'ont rien à voir. Parce que les gens qui vont voter Front National pour la préférence nationale contre les immigrés, tu en as aussi bien chez les ouvriers que dans la grande bourgeoisie. Mais ces gens-là, leurs intérêts sont distincts. Et au bout d'un moment, c'est une contradiction qu'un parti identitaire ne peut pas surmonter. Et je pense très sincèrement que l'avenir politique en France des mouvements promouvant l'émancipation démocratique, intellectuelle, passe par le fait de récupérer toute une partie de l'électorat du Front National à qui on peut réellement faire comprendre que l'ennemi n'est pas l'immigré, mais le capital en fait. Et cette grille de lecture anticapitaliste, elle manque dans le débat. Elle existe, mais de manière très inégale. Elle est représentée, par exemple, par le NPA, de mon point de vue, d'une manière un peu simpliste et caricaturale. Elle est représentée par Mélenchon qui va progressivement, parce qu'il sait très bien que l'anticapitalisme, ça fait peur. Mais cette ligne qui est portée par certains intellectuels, comme par exemple Jean-Claude Michéa, elle a du mal à infuser parce qu'elle remet aussi en cause une certaine mentalité du progrès permanent et du coup elle divise et c'est dommage, mais je pense que vraiment l'avenir est à la réintroduction de cette grille de lecture.